Eh bien le bonsoir à toutes et à tous, aux participants, aux membres de l'association du paiement, à notre président Maurice Blanchard. Alors nous vivons actuellement une expérience intense et inédite avec une succession de crises, la crise sanitaire, économique et sociale. Cette crise change la donne et nous l'avons vu, les modes de consommation ont changé brutalement par les épisodes de confinement, de reconfinement, de déconfinement. La transformation est en marche depuis quelques années. Cependant, la digitalisation des moyens de paiement connaît une forte hausse ces derniers mois, comme suite notamment au relèvement du plafond des cartes bancaires et à l'engouement pour la carte. Comme le reste de l'économie, le secteur caritatif est impacté par la crise, avec la mise en place notamment du confinement et du télétravail, la fin du street marketing, du face-à-face notamment. Alors, le digital, par les moyens de paiement, offre-t-il au secteur caritatif de nouveaux leviers de croissance? C'est le sujet que nous abordons aujourd'hui avec nos invités. Et la question qui se pose aujourd'hui est la Covid-19, accélérateur de la digitalisation, quelles conséquences pour la collecte de dons? Alors, pour parler de ces sujets, nous avons trois invités que je vais vous présenter tout de suite. Guylain d'Alençon. Guylain d'Alençon, vous êtes président de EO et de EO Paiement, une fintech française que vous avez fondée en 2012, dédiée aux solutions de collecte de dons et qui a pour ambition de révolutionner les usages en matière de dons grâce aux nouvelles technologies. Vous êtes également mon collègue puisque vous êtes membre du conseil d'administration au sein de l'association du paiement. Bonjour. Bonjour à tous. Bonsoir Antoine. Vous, Antoine Vaccaro, vous êtes président du CERFI, qui est un centre de recherche et d'études sur la philanthropie. Vous l'avez créé en 2004 et vous avez créé notamment Force for Good en 2008, une agence de conseil et de communication en collecte de fonds, et vous êtes également membre du Good Raising Network. Merci, bonjour, bonsoir. Et puis bonsoir Christian Causse, vous êtes élu membre du Bureau national, vous êtes directeur des événements extérieurs et mutualisation au sein du Secours populaire français, une association qui existe depuis 75 ans avec plus de 80 000 bénévoles. Le Secours populaire français, vous intervenez dans les domaines de l'aide alimentaire, vestimentaire, de l'accès, du maintien au logement, de l'accès aux soins, à la culture et plus généralement de l'accès aux droits pour tous, sous forme d'une aide inconditionnelle en France, en Europe et puis dans le monde. Bonsoir. Bonsoir à nos participants. Eh bien, nous allons passer plusieurs minutes ensemble. Je vais poser des questions à nos invités et vous, en tant que participants, vous pouvez poser vos questions via le question-réponse qui se trouve en bas de votre écran. Vous pouvez aussi interagir avec nos invités en utilisant le chat qui est prévu à cet effet. Alors, première question, je m'adresse à vous, Antoine Vaccaro. Quel bilan chiffré peut-on faire sur la collecte de dons ces 2 dernières années? Merci pour cette question. Puisqu'on est à l'association du paiement, je vais parler principalement de philanthropie financière, puisque c'est le périmètre peut-être qui nous intéresse ce soir. Alors, on s'entend en tant que expert sur un chiffre global de la générosité des Français qui tourne autour des 7,5 milliards d'euros. Alors, c'est sans doute un chiffre pas tout à fait précis, mais disons que c'est le périmètre qui nous paraît le plus pertinent ou le montant qui nous paraît le plus pertinent pour aborder cette notion. Ces 7,5 milliards se répartissent en 3,5 milliards d'euros de dons manuels qui sont versés par les personnes de leur vivant par chèque, carte bancaire, virement automatique ou prélèvement automatique. 1 milliard serait des legs, enfin, serait lié à des dons post-mortem par testament, et 3 milliards de mécénat d'entreprise. Le premier poste de dons manuels est un poste en fait en léger tassement. En 2018, on a connu, après 25 ans de suivi de cet indicateur, la première baisse de cet indicateur qui n'avait jamais été constatée. Nous avions toujours constaté plutôt une croissance assez régulière. 2018 est un constat de baisse et heureusement, en 2019, cet indicateur est reparti légèrement à la hausse de 2,4%. Donc, on peut dire que c'est quasiment un schéma un peu étal. Mais 2019 a aussi été une année un peu particulière. Il s'est passé quelque chose de très exceptionnel dans le secteur de la philanthropie. C'est la générosité qui a été déclenchée par l'incendie de Notre-Dame.
puisque je parle d'un chiffre de 3,5 milliards, pardon, un chiffre de 7,5 milliards d'euros pour la générosité globale. Et sur un seul événement, près de 850 millions d'euros ont été mobilisés, 600 millions grâce à des milliardaires ou du fait de milliardaires et 250 millions du fait du grand public. Si on met de côté cet événement un peu exceptionnel, si on regarde les tendances de l'évolution de cette générosité, on constate néanmoins en 2019 un léger progrès pour montrer que le système est reparti un peu à la hausse. Sur les legs, on est en croissance assez vive. C'est un des postes qui croît le plus vite aujourd'hui dans le secteur. Et concernant le mécénat, on a plutôt des moments erratiques. De temps en temps, c'est un mécénat qui est plutôt assez dynamique et d'autres fois, il va se contracter. Mais disons qu'au global, on a sur 2018 et 2019 une situation de consolidation d'un système de générosité qui est déjà assez mature. Merci beaucoup Antoine pour ces chiffres. Christian, quel constat faites-vous justement si on compare à 2019 sur la collecte de dons au sein du Secours populaire français et comment se porte la collecte de dons sur donc, cette année, bien qu'il manque encore le dernier trimestre? Alors, nous, on n'a pas subi vraiment de baisse sur 2019. D'abord parce que nous sommes une association de collecte de terrain, qu'une majorité de notre collecte est issue d'initiatives populaires menées par les collecteurs. Donc, la démultiplication de ces initiatives a permis de tenir un niveau de dons équivalent aux années précédentes sur 2019. Après, c'est vrai que sur 2020, le premier semestre est en hausse à la hauteur de ce qui est annoncé, une vingtaine de pourcents. Somme toute, il faut quand même le ramener à cette situation particulière d'urgence et aussi le comparer aux besoins qui sont aujourd'hui aussi multipliés. C'est-à-dire que nous avons plus de dons, mais nous avons aussi plus de personnes à aider. Plus de personnes à aider, est-ce que ce sont des commerçants, des artisans liés à la situation justement par rapport au contexte? Oui, tout à fait. On a un nouveau public, on a 45% de personnes nouvelles en plus. C'est lié aussi au fait que nous sommes sur une forme d'aide inconditionnelle, ce qui permet à ces gens qui aujourd'hui, avec les minima sociaux, ne pourraient pas prétendre à des aides, de pouvoir venir expliquer leur situation de précarité dans laquelle ils sont occasionnels et d'être aidés. Et c'est vrai qu'on a des étudiants, des travailleurs intérimaires, des saisonniers, des artisans et des commerçants. Merci Christian. Alors justement, Guylain, si je peux vous poser la question, quelle observation vous faites globalement suite au tableau dressé par Antoine et Christian sur la collecte de dons? Deux points. C'est que, premièrement, il y a des menaces, puisque les donateurs sont souvent des personnes âgées. Il y a encore énormément de dons qui sont réalisés par des chèques qui sont en train de disparaître du quotidien des Français et des Européens. Ne parlons pas aussi des dons d'espèces, que ce soit des quêtes dans la rue ou bien dans les lieux de culte, par exemple. Vous avez un certain nombre d'associations avec qui nous sommes en relation au quotidien qui souffrent énormément parce que même si France Générosité mesure une hausse des dons pour les grandes associations, même si nous n'avons pas de chiffres, mais on voit bien que les petites associations souffrent énormément d'une baisse de dons. Vous avez des secteurs qui sont aujourd'hui laminés, si vous me permettez ce terme. Je parle du patrimoine historique, je parle des lieux de culte et de toutes ces associations territoriales. Et donc, il est donc urgent et beaucoup de gens y travaillent, heureusement, nous ne sommes pas les seuls, mais pour remettre le don dans le quotidien des individus. Puisque cet archaïsme de ces techniques de collecte ou des moyens de paiement utilisés font que le don sort du quotidien et nous avons beaucoup de donateurs qui, lorsqu'on a un don sur le terminal de paiement ou sur une borne, sont heureux de se voir proposer de donner. Et donc, les besoins sont immenses, mais les potentialités aussi sont immenses. Et donc, il faut moderniser ces moyens de collecter des dons. Merci Guylain. Alors Antoine, si on mesure un peu quelle est l'ambiance de la générosité en cette période donc, de crise sanitaire et économique, qu'est-ce que vous constatez?
Alors, j'entends très bien ce que dit Guylain. Il y a effectivement des destinées tout à fait différentes en fonction des catégories d'organisation dont nous parlons. Mais si on raisonne en termes de générosité de la population, je ne veux pas regarder la question d'affectation des fonds, je parle de la dynamique de générosité de la population française. En fait, tout au début du confinement, nous avons observé en fait par le passé un phénomène qui s'est reproduit encore une fois cette fois-ci, qui est le gonflement d'une sorte de bulle de générosité face à une crise. Lorsque vous avez eu le tsunami, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en Haïti, les causes qui travaillaient sur ces terrains ont été fortement soutenues, mais plein d'autres causes qui n'étaient pas du tout dans cet univers-là, au même moment, collectaient aussi pas mal de fonds et avaient connu cette espèce de gonflement de cette bulle de générosité. Je pense qu'on est face au même phénomène, et on l'a constaté par les chiffres notamment de France Générosité, qui ont prouvé sur un panier qui représente en fait un ensemble assez représentatif du secteur associatif que l'on appelle, qui font appel à la générosité du public de manière nationale. On a fait un constat d'une croissance entre le premier semestre 2020 et le premier semestre 2019 de 20% de croissance de cette générosité. Donc je parle du point de vue du donateur. Il y a eu un effort important de la part du donateur. Et ce que l'on constate pendant cette même période, et ça c'est très important pour nous, c'est une vraie explosion du don digital. Alors que en décembre 2019, quelques-uns se plaignaient du faible ressort en fait du don numérique. On pensait qu'il y avait un problème autour de cette mobilisation. Cette période du confinement et du post-confinement a montré que les Français, quelles que soient les générations, avaient adopté les outils numériques à distance en fait pour mobiliser leur générosité et soutenir des causes. Et je pense que ce moment-là va perdurer. C'est-à-dire que l'adoption de ces méthodes de dons vont continuer malgré le retour, je l'espère, à la normale dans quelques temps. Et ça, c'est pour nous la grande révélation en tant qu'experts sur ces sujets de collecte de fonds, de constater que d'abord, cette bulle a fonctionné encore une fois et que le transfert vers le digital commence à se faire de façon tout à fait importante. On parle de 250% de croissance entre 2019, premier semestre, et le premier semestre 2020. Merci Antoine pour ces compléments. Alors Christian, justement, la précarité globalement a-t-elle évolué en cette période justement de crise sanitaire économique? Vous nous donniez des chiffres tout à l'heure, est-ce que vous pourriez nous les rappeler? Oui, c'est 45% de personnes en plus, mais au-delà de ça, la précarité évolue déjà depuis plusieurs années. On a vu des situations, je pense qu'il y a deux sujets dans la précarité. Il y a la grande précarité et il y a la précarité. Jusqu'à quelques années encore, la grande précarité, le fossé se creusait, ceux qui étaient déjà les plus précaires continuaient à devenir de plus en plus précaires au point d'être exclus. Et aujourd'hui, on voit des situations arriver qui sont des situations de première précarité où les gens basculent d'un niveau sur un autre. Et il est important aussi pour nous, en tant qu'association, c'est là où je fais le lien avec l'aide inconditionnelle, que ces personnes soient prises en main dès le début de la situation de leur précarité. Parce que sinon, souvent, c'est trop tard et on tombe après dans l'exclusion. C'est difficile de pouvoir agir sur la généralité du problème qui a fait qu'on a basculé. Donc ça, c'est important et on voit bien aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle des nouveaux pauvres, une catégorie de la population, y compris certains travaillent et n'arrivent plus à finir leur mois, à mettre de quoi à manger correctement sur la table et à offrir ce qu'ils doivent offrir à leurs enfants. Donc là, on voit vraiment que la précarité a changé de visage. On sent aussi quand même, aujourd'hui avec la crise, un engouement des donateurs parce que simplement cette précarité aujourd'hui, elle nous saute au visage, elle est palpable au plus près de nous. Parce qu'on a tous autour de nous des gens qui sont en situation délicate. Et là, on met un visage aujourd'hui sur la précarité nouveau en se disant « Ah oui, ça peut arriver aussi chez moi, à mon enfant, à mon voisin ». Et c'est ça aussi qui change aujourd'hui le comportement des donateurs et l'encouragement aussi que les gens ont à vouloir soutenir les situations de précarité parce que ça les touche réellement. Merci. Alors justement, Antoine, outre ce que tu viens de nous dire justement, Christian, au sujet de la précarité, quels sont les autres impacts du confinement et de l'arrêt économique sur les collectes de dons? Est-ce que c'est la même chose pour toutes les associations? Est-ce qu'elles sont à la même enseigne, les petites, les grandes?
quel que soit le secteur. Guylain, tout à l'heure, nous parlait justement du monde de la culture qui souffre actuellement de cette crise. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet-là? Alors, on a clairement vu pendant cette période, ce premier semestre en fait, une sorte de construction en 3 cercles de cette générosité. Évidemment que compte tenu de la crise que nous connaissons, toutes les causes qui ont de près ou de loin travaillé sur la lutte contre le Covid ont été immédiatement fortement soutenues. Il était de tradition en France, par exemple, que les hôpitaux ne soient pas un sujet de générosité pour les Français. Pour les Français, l'hôpital est financé par la sécurité sociale, par les mutuelles, mais certainement pas par la générosité. Dans le cadre de ce qu'on vient de vivre, de la situation qu'on vient de vivre, il y a eu une vraie explosion des dons à la PHP notamment, qui a collecté, mais tous les hôpitaux, tous les CHU de France ont vu arriver des dons, parfois même spontanés, de la part de donateurs, alors que c'était absolument pas dans leur logique et dans leur culture de donner à leur hôpital. Donc ça, c'était le premier cercle, avec bien entendu les gens qui travaillent sur la recherche médicale, la recherche sur le vaccin, l'Institut Pasteur, la Fondation Recherche Médicale, toutes ces structures se sont vues effectivement immédiatement soutenues et dotées, presque sans demander, de façon proactive ce soutien. Elles l'ont quand même fait, mais c'était presque naturel. Le deuxième cercle, alors qu'on s'y attendait peut-être un peu moins, a été très fortement soutenu. Ce sont toutes les organisations qui travaillent pour lutter contre la pauvreté, toutes les précarités en fait, les personnes fragiles et les causes comme effectivement le Secours populaire, le Secours catholique, Emmaüs, l'Armée du Salut. Ces organisations se sont trouvées emportées aussi par la vague de générosité et ont reçu des sommes beaucoup plus importantes que ce qu'ils recevaient par le passé. Emmaüs, qui ne collectait jamais de dons de générosité, lance une cagnotte qui a été quasiment doublée par le montant qui a été versé. Donc on voit bien qu'il s'est passé quelque chose à ce niveau-là. Et ensuite, il y a un troisième cercle qui, lui, est plus éloigné de tous ces sujets. Guylain l'a dit tout à l'heure, la restauration du patrimoine historique, le soutien à la culture, tout un tas de sujets qui ont semblé beaucoup plus éloignés disons, du côté extrêmement brûlant de la lutte contre le Covid et de l'impact du Covid sur la population, qui ont été effectivement passés qui sont passés en deuxième ou troisième rideau. Et je ne parle pas des petites structures associatives territoriales qui probablement n'ont pas été en capacité de mobiliser leurs donateurs du fait entre guillemets, du brouhaha médiatique autour du Covid, ou de la Covid. Merci Antoine. Guylain, alors je sais que vous avez un passé dans le monde bancaire, vous êtes expert des moyens de paiement, mais si on parle de financement, quels sont les enjeux du financement innovant des acteurs de l'intérêt général? Je voudrais, pour répondre à cette question, d'abord saluer les acteurs de l'intérêt général qui sont absolument, c'est-à-dire les associations, les fondations, les établissements publics, et les collectivités dans leur mission d'intérêt général. Pourquoi? Parce que sans elles, notre société serait en lambeaux. Et je suis depuis ce temps, depuis 2012, je rencontre beaucoup d'associations qui m'émerveillent, que ce soit par l'engagement de leurs salariés ou que ce soit par l'engagement de leurs bénévoles. Et par exemple, je ne peux que saluer l'action, puisque c'est un partenaire du Secours populaire, qui heureusement n'est pas tout seul, mais qui fait une action et un impact sur les gens en précarité, qui est absolument merveilleux. Par ailleurs, les acteurs, les associations, même si certaines sont critiquées, mais ont une très bonne réputation. Et le niveau de conscience des Français, mais aussi des Européens dans le monde associatif est parmi les meilleurs. En même temps, comme il a été dit, et nous le mesurons aussi, il y a une grande générosité des individus qui oblige banques et entreprises à s'engager. Tout l'enjeu, c'est de faire rencontrer d'un côté ces donateurs potentiels et en même temps tout le monde associatif qui a besoin de financement pour agir. Et aujourd'hui, ces terrains d'action sont loin d'être cultivés
et sont immenses. Et le Covid, comme on l'a dit, la Covid a formidablement élargi les nécessités de notre société par rapport à ces acteurs. Mais comment faire rencontrer donateurs et associations? Nous avons pensé que certes, c'est par la technologie avec EO, mais c'est aussi de créer un triptyque, voire même un carré pour faire rencontrer donateurs et associations, c'est par l'entreprise. Par l'entreprise qui adresse ses clients, qui doit motiver ses collaborateurs, et en même temps, le dernier point du carré, qui est forcément peut-être très essentiel pour mettre en relation ces acteurs, c'est les banques. Et d'ailleurs, je sors d'une réunion avec les banques populaires, avec qui et BPCE, avec qui nous avons un partenariat d'importance, puisque eux-mêmes vont adresser leurs clients commerçants, leurs clients donateurs, et donc ça permet de créer des ponts entre ces mondes qui, dans l'intérêt de chacun, mais surtout dans l'intérêt des causes qu'adressent ces acteurs de l'intérêt général. Voilà ce qui me semble aujourd'hui les enjeux du financement innovant que nous essayons d'adresser. Merci Guylain, ça veut dire qu'on aurait dû inviter une banque ce soir. Bien sûr, ça sera pour la prochaine fois. Mais les banques, c'est d'abord, notamment, alors nous, quand on très bien, notamment avec les banques régionales qui ont une action déjà très socialement responsable dans les territoires, mais vous savez qu'il y a des grandes banques aussi qui s'engagent. Et en fait, les banques, ce qui est d'abord magique, c'est que c'est un tiers de confiance et en même temps, tout le monde a un banquier. Donc, une association a un banquier, une entreprise a un banquier, un donateur a un banquier. Et donc, le banquier est à la meilleure place pour créer ces ponts. Mais il faut ces ponts, il faut des solutions pour générer ces ponts. Voilà. Christian, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, parce que on parle de don, mais derrière le mot don, il y a bien évidemment le don financier, mais il y a le don humain aussi. Et cette crise a révélé aussi un vrai impact. On dit toujours la générosité et on associe toujours la générosité au don d'argent, mais il y a aussi le don de personnes et c'est aussi important aussi, parce que ce don de personnes se chiffre aussi en autant d'argent qu'il faudrait pour pouvoir réaliser tout ce qui est réalisé par les associations sur la solidarité. Et il ne faut pas l'oublier, et ça fait le lien avec un sujet qu'on abordera tout à l'heure certainement, mais qui est aussi la notion derrière de lien social qu'il y a derrière un don financier, parce que ça met en mouvement des gens, ça met en mouvement des personnes qui n'ont pas forcément les moyens financiers, mais qui vont faire œuvre de leur temps. Et on a vu naître pendant le Covid plus de 10 000 propositions de bénévolat dans l'association, qui sont toutes aussi importantes que le don financier, même si le don financier est nécessaire. Et on a vu aussi une montée en puissance de la générosité des jeunes et des plus jeunes. Et ça aussi, c'est important et motivant pour la suite, parce que ça permet aussi de se dire que peut-être il y a un message aussi au travers de cette urgence qui passe. Merci d'avoir apporté ce complément. Donc, effectivement, financement, mais de l'humain. On a vu dans cette première partie un peu le bilan en comparaison avec 2019. Qu'est-ce qui se passe en ce moment donc dans le monde du caritatif. Passons un petit peu sur la technologie, puisqu'on parle de la technologie au service du don, la digitalisation associée aux habitudes des donateurs. Alors, Guylain, justement, quel dispositif, quels moyens de paiement au service du don, vous qui avez des technologies par les moyens de paiement? Venant du monde du paiement, j'ai compris combien il était difficile d'instaurer un nouveau moyen de paiement. Et le monde associatif l'a bien vu avec le don sur SMS, qui est difficile à faire adopter. Donc, nous avons pris tous les moyens de paiement qu'on appelle mainstream, c'est-à-dire là où les flux passent, et on rajoute la touche don. Donc, par exemple, il y a en France à peu près 14 milliards de transactions CB. Et du coup, on a mis le don sur les TPE et puis on a fait des cartes bancaires qui permettent de générer des dons. Bien sûr, on permet de faire du don embarqué sur le paiement en ligne.
Nous avons aussi, en soignant l'expérience client, en faisant la guerre au clic et fait des sites de crowdfunding et des chatbots de dons qui ont des taux de conversion tout à fait intéressants. Par ailleurs, on s'est dit, il y a les troncs à cash. Donc, comment allons-nous digitaliser les troncs d'espèces? Et du coup, on a créé des banques de dons. Voilà, des banques de dons où on peut faire un don avec sa carte bancaire. Et en même temps, demain, on travaille avec Antoine sur rajouter de la contrepartie ou de la loterie, etc. Par ailleurs, on s'est dit, super, donc les troncs que les bénévoles cueillent dans la rue avec des espèces. Les espèces vont disparaître. On a fait un terminal généreux. Donc, c'est un terminal sur lequel il peut y avoir une proposition de don, mais qui en même temps peut faire du paiement et en même temps qui remplace ainsi. Puis après, on est face à des besoins particularisés. Donc là, on a demandé récemment par un grand assureur comment peut-on faire un don quand on paye sa autorisation habitation. Par exemple, pour les gens qui sont sans domicile. Eh par notre connaissance du paiement, c'est assez facile de rajouter un don sur un prélèvement. Néanmoins, tout ça, on s'est heurté à une chose, c'est que la collecte pour compte de tiers, tout ça, c'est de la collecte pour compte de tiers et c'est très difficile de faire des nouveaux moyens de don sans collecter pour compte de tiers. C'est régulé. Et c'est régulé d'autant plus qu'en plus, aujourd'hui, heureusement, c'est régulé parce que on est face à beaucoup de collecteurs pour compte de tiers qui ont détourné les dons, notamment au moment de Notre-Dame ou au moment de la Covid. Et donc, c'est pour ça qu'après 4-5 ans de négociations avec la CPR Banque de France, on est régulé et contrôlé par la Banque de France, qui garantit et le donateur et l'association, mais aussi les parties prenantes, que le don sera bien acheminé jusqu'à l'association bénéficiaire. Et c'est comme la culture que nous avons de la sécurité des moyens de paiement. Et cette culture, tout comme la régulation, l'aspect conformité, nous a permis d'être commercialisés par les banques. Parce que je peux vous dire que sans cela, ça n'aurait pas pu être le cas. Ok, merci Guylain, merci, c'est très bien. C'est intéressant de faire la transition sur les moyens de paiement et leur utilisation. Christian, j'en ai parlé un peu en introduction tout à l'heure du street marketing. Donc les rassemblements et le street marketing, sont interdits en période de confinement. Comment continuer de collecter et accompagner justement la précarité dont vous nous avez partagé? Oui, en effet, pour nous qui collectons une majorité de notre budget sur des initiatives populaires de collecte, évidemment, la situation est dramatique. Depuis le début de l'année, toutes nos initiatives ont été annulées ou reportées, on ne sait pas quand, et on a d'énormes pertes de rentrées financières par rapport à ça. Donc, il a fallu très vite qu'on puisse se mobiliser. Alors, on s'était déjà mobilisé par le passé, puisque nous avions bien évidemment, comme toutes les autres associations, mis des moyens de dons par des moyens de paiement modernes tels que la carte bleue ou le SMS. Aujourd'hui, on a développé le emailing, on a développé tout ce qui est le tronc de collecte populaire digitalisé, parce que la digitalisation est en fait une dématérialisation du don par des moyens aujourd'hui nouveaux de paiement. Mais il y a aussi l'outil technique derrière. Et ce n'est pas simplement qu'une question de paiement. C'est comment derrière, on va toucher et sensibiliser les gens aux causes qui sont celles que nous portons, de façon à pouvoir les inciter à donner et derrière aller jusqu'à ce qu'on puisse leur expliquer quelle action on va mener et leur montrer le rendu compte de ce que sert leur don. Ça, c'est un vrai enjeu pour notre association. C'est pour ça qu'on essaye de garder ce lien direct entre le donateur et notre association au maximum. D'abord parce que ça évite des intermédiaires et je rappelle que le don, il a souvent vocation à être utilisé au maximum, au moins dans la cause pour laquelle il est donné. Et ça, c'est important aussi, la confiance du donateur, mais aussi parce que derrière ce don, il est affilié à des valeurs de solidarité, à une notion d'importance pour celui qui donne.
qu'on doit aussi défendre. Donc, il y a la technologie avec nos outils modernes et il y a les moyens modernes de paiement. Et c'est vrai qu'il faut avoir plusieurs canaux d'entrée de façon à pouvoir toucher un public le plus large, parce que ça passera par la culture aussi de la solidarité. Et c'est ça que nous on porte, au-delà de l'aspect des rentrées financières, c'est que cette culture de la solidarité devienne une vraie culture pour tout le monde, et partout où on est, avec une vraie sensibilisation d'un maximum de personnes à la nécessité d'être solidaire. Merci Christian. Alors justement, vous nous parlez de cette typologie de donateurs, vous voulez toucher l'ensemble des donateurs, tout type de profil. Guylain, quels sont les enjeux de la collecte par le digital et cette notion d'omnicanalité, justement pour toucher l'ensemble de ces donateurs? Comme l'a expliqué Christian, il ne faut pas opposer le digital et le physique. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire le digital? Le digital, ça vient de digit, c'est le doigt. Donc, en fait, vous avez du digital dans le monde physique, à tel point que, par exemple, la carte bancaire, c'est un terminal de paiement, c'est un outil digital. Et d'ailleurs, il y a cette dynamique qu'on appelle le physital, c'est-à-dire le digital dans le monde physique. Et on a trop tendance à penser digital égale la distance. Mais ensuite, le digital, c'est très bien. Mais en fait, il me semble qu'il faut aller plus loin. C'est la transformation omnicanale. Tu as vécu d'abord le secteur des communications. Combien de canaux de communication utilisez-vous? Comptez-les. Puis la banque, puis le commerçant, puis le monde du voyage. Et d'ailleurs, les secteurs qui ne se sont pas omnicanalisés ont pu disparaître pour certains d'entre eux. Et c'est pour ça que même si cette transformation est déjà en route, heureusement, dans le monde associatif, il est très important que le monde associatif épouse une stratégie omnicanale, que ce soit, comme le dit si bien Christian, dans la collecte et dans le moyen de paiement. Donc, le moyen de paiement, c'est assez simple, puisque les banques ont créé des plateformes omnicanales de paiement. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'omnicanalité? L'omnicanalité, c'est d'abord des canaux. Et les canaux, qu'est-ce que c'est? C'est aller à la rencontre d'un individu, voire même d'une entreprise, d'une personne morale, dans son quotidien. Et donc, chaque canal, c'est comment toucher quelqu'un, quelle que soit la situation dans laquelle il est. Mais la multiplicité des canaux nécessite une plateforme. Pourquoi cette plateforme? C'est que, bien sûr, c'est pour centraliser les flux, c'est aussi pour mieux connaître son donateur, c'est aussi pour donc aussi pouvoir le réadresser, mais aussi pouvoir le remercier, l'informer de l'utilisation des dons. Et c'est un peu ce qu'on a voulu faire avec EO. Et cette plateforme, faire une plateforme omnicanale, un peu comme un investissement mutualisé qu'on met au service du monde associatif ou plus largement du monde des acteurs de l'intérêt général, a nécessité des lourds investissements et c'est pas fini. Et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, forcément, on arrive encore sur des problématiques de collecte pour compte tiers, ce qui nécessite une sécurisation et un sérieux et en même temps une mise en conformité qui, pour nous, ne peut pas être une option. Merci Guylain. Alors, Figital, multicanal, omnicanalité. Antoine, la digitalisation, alors vous êtes fundraiser, hein, donc vous êtes chef d'orchestre dans ces sujets de collecte de dons. Est-ce que la digitalisation par les moyens de paiement permet-elle en fait d'élargir le panel de donateurs dont on parle et de mieux gérer justement la data, les données qui y sont associées? Alors, à l'évidence, nous, on pense que toute la collecte de fonds, un jour ou l'autre, passera par ces vecteurs-là. Tout simplement parce qu'on le voit dans d'autres activités économiques, que le principe d'achat, de réservation, de commandes, etc., rentre dans les mœurs. Ça couvre désormais quasiment les 20-80 ans sans aucune difficulté. On a toujours dit que les seniors avaient du mal à se mettre à l'Internet, et je crois que c'est aujourd'hui largement, le contraire est largement démontré.
En fait, ces vecteurs de collecte sont maintenant de plus en plus multicanal, comme ça a été dit. Et l'évidence pour nous, c'est que ça va permettre en fait d'amener de nouvelles générations au don. Ça, c'est très important pour finalement le renouvellement des générations au niveau de la générosité. Et on constate effectivement que les nouveaux outils qui sont à la disposition des plus jeunes les emmènent finalement vers un acte de don, même s'il est parfois juste un arrondi à la caisse d'un magasin ou simplement un don sur une appli de jeu, etc. Ça crée en fait une culture de la philanthropie qui se répand maintenant sur la totalité des cohortes et des générations. Par le passé, on disait que les donateurs avaient plus de 60 ans. Le donateur était plutôt une femme habitant en milieu urbain à plus de 60 ans. Aujourd'hui, ce modèle est complètement battu en brèche. Il y a un spectre beaucoup plus large. Ça ne veut pas dire que certaines parties de la population n'est pas plus donatrice que d'autres, mais je dirais qu'aujourd'hui, tout le monde, grâce à ces outils, est devenu philanthrope, est devenu donateur. Et ça, c'est très important pour nous. Et c'est vrai que le fait aussi de disposer d'outils qui nécessitent en fait à la fois un téléchargement d'une application ou l'inscription sur un site internet, voire la réception d'un email et la réponse à tout dialogue par ces outils digitaux permet aussi de disposer de beaucoup plus de data avec toutes les prudences qu'il faut prendre quand on parle d'utilisation de la data, de façon à mieux finalement fidéliser et entretenir le dialogue, comme dirait Guilain, la conversation avec ses donateurs et avec ses fidèles. Oui. Oui, vous vouliez ajouter, allez-y, Christian, je vous en prie. Oui, en fait, je crois que le véritable enjeu, pour nous en tout cas, il est là. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec 3 interlocuteurs différents. Et sur la partie technique, il est vrai que voilà, financièrement, on peut aujourd'hui se doter de tous les moyens nécessaires pour pouvoir facilement donner accès aux dons. Nous, notre vrai enjeu, c'est de travailler avec vous pour voir comment on humanise ce don, comment on fait en sorte que ce don digital ne se déshumanise pas, que ça ne devienne pas qu'un simple réflexe de se dire j'ai versé quelques euros pour pouvoir avoir fait une bonne action. Et ça, c'est le vrai enjeu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les outils technologiques associés à cette digitalisation et ces formes de dons dématérialisés doivent vraiment prendre en compte cet aspect-là, parce que c'est ce qu'il fera aussi, qu'on sera dans le fond des valeurs de solidarité. J'aurais complété ce que dit Christian, et j'ai vu une question qui était posée dans le question-réponse qui est et que se passe-t-il avec les réseaux sociaux, la collecte sur les réseaux sociaux? Dire juste un mot à ce sujet. Les réseaux sociaux sont un nouvel organe découvert dans le corps social qui pose plein de problèmes, qui est même parfois considéré comme un peu monstrueux. La face la plus positive aujourd'hui de ces réseaux sociaux, c'est la fantastique possibilité que ces réseaux offrent en fait à toutes les causes, des plus petites aux plus grandes, de pouvoir s'adresser à une communauté, de pouvoir s'adresser à un public qui a envie d'entendre un autre discours, peut-être que le discours qui arrive par le mainstream des causes qui font appel à la générosité. Et grâce en fait à ces réseaux sociaux, on a de plus en plus de collectes, je dirais, horizontales ou transversales qui permettent de solliciter pour des projets, pour des causes, pour des combats, de façon, je dirais, presque multiforme. Une pétition va déclencher un don. Un achat peut déclencher un don ou peut être complété par un don. Donc, cette dynamique, en fait, qu'offre notamment dans le cas précis le digital avec les réseaux sociaux est aussi très prometteur de grandes possibilités d'innovation, de grandes possibilités de nouvelles formes de générosité. Tout le monde actuellement cite l'exemple de ce qui s'est passé lors de la manifestation de The Event, qui, grâce aux gamers, en l'espace d'une soirée ou d'une nuit, on lève 5 millions d'euros pour une cause. Donc je pense que ça, ce sont des phénomènes qui vont se multiplier. Et je crois que, comme dirait l'autre, les goûts sont dans la nature. On va voir apparaître toutes sortes de méthodes de mobilisation des publics grâce à ces plateformes qui nous proposent en fait tout type de solutions technologiques pour le faire.
Merci beaucoup à vous donc pour ces compléments. On a passé donc toute la partie justement technologique, digitale, omnicanalité, l'humain au cœur donc des actions et des causes. Euh, Si on fait un petit point justement, parce que vous avez posé une question, Christian, vous posiez la question justement comment est-ce qu'on peut conserver cette dimension humaine et être au plus près dans la relation du donateur avec les moyens de paiement numériques et plus globalement avec la technologie. J'aimerais un petit mot aussi de votre part, Guylain, à ce sujet. Oui, bah, de toute façon, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la technologie, c'est un moyen. Et c'est un moyen au service de l'humanité, ou ça devrait l'être en tout cas. Après, je pense que et d'ailleurs, on se bat souvent avec nos amis les associations, puisque souvent ils oublient de remercier les commerçants collecteurs et qui ne les informent pas de l'utilisation des dons. Et après, ils sont étonnés que les commerçants se tournent vers d'autres associations, sinon arrêtent de collecter. Et donc, il y a eu un gros travail des associations pour remercier leurs donateurs et les informer de l'utilisation et de l'impact de leurs dons. Mais s'ils ne le font pas, ils savent très bien que le donateur, il va s'en aller. Et c'est la même chose avec le bénévole. Christian, je pense que pourrait en témoigner bien plus que moi. Si le bénévole n'est pas valorisé, si le bénévole n'est pas remercié, eh ben, il s'en va. Eh ben, aujourd'hui, quand on passe par exemple sur du don chez un commerçant ou via une banque, la banque, le commerçant ou l'entreprise qui a mis une banque de dons dans son hall de son siège social, il devient un ambassadeur de l'association et il devient un porte-parole, il devient un bénévole puisqu'il n'est jamais rémunéré pour ça. Et donc, à cet instant, en plus, les capacités de collecte sont formidables, puisque un commerce de proximité collecte entre 100 à 1000 euros par mois, sachant qu'une grande surface peut collecter jusqu'à 20 000 euros par mois, sachant qu'une seule grande surface, sachant qu'une bande de dons, quand elle est animée par des personnes, ça peut collecter plusieurs milliers d'euros par jour. Et en tout cas, elle va collecter plusieurs milliers d'euros par mois. Donc, il est très important aussi de remettre de l'humanité là-dedans. C'est aussi une transformation des mentalités, quoi. Donc, vous êtes en phase. Alors, justement, là, on va faire un petit point. Vous avez parlé tout à l'heure de carré, où il y avait donc ce cercle vertueux entre la banque, l'entreprise et puis le monde du non-profit. Comment marier justement le monde de l'entreprise avec le monde du non-profit pour justement relier la cause au sens? Voilà, on a l'habitude de parler du monde du profit et du monde non-profit. On ne peut pas réduire l'entreprise au non-profit, puisque l'entreprise aussi épouse une action de mission d'intérêt général, qui est l'emploi, mais elle en épouse aussi bien d'autres. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le monde de l'entreprise et le monde non-profit, ou en tout cas des acteurs associatifs et consorts, ce sont deux mondes très complémentaires. Et ce que fait le monde associatif, l'entreprise, souvent ne peut pas le faire. Et en même temps, ce que l'entreprise peut faire, le monde associatif, normalement, n'a pas le droit de le faire. Donc, c'est deux mondes très complémentaires. Après, on vit une ère qui est assez extraordinaire. Pourquoi? Parce que cette quête de sens que je travaille depuis 2 décennies maintenant, mais a tout renversé. Donc, en fait, elle a renversé qui est partie des individus, elle renverse le monde de l'entreprise, elle renverse les intérêts des gens. Et en fait, du coup, cette quête de sens des individus a obligé l'entreprise à s'engager. Et d'ailleurs, le MEDEF avait prévu de faire son université sur le thème de l'engagement. Bon, à cause des événements, il a dû changer de thème. Mais cette quête de sens permet, et le terreau de ce partenariat gagnant-gagnant entre les entreprises
et les acteurs associatifs. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit de plus en plus, certes, l'entreprise, quand elle s'engage, elle permet d'abord de faire de l'impact, mais aussi elle recrute de nouveaux clients, elle motive ses collaborateurs, ce que j'appelle le marketing généreux, avec qui d'ailleurs nous échangeons beaucoup avec notre partenaire Publicis. Mais donc c'est aussi une façon de communication et de marketing pas cher pour recruter des clients ou mobiliser ses collaborateurs, surtout dans une période de crise. Donc, et c'est un peu ce cercle vertueux qu'on essaye de faire de manière assez décomplexée, j'avoue, hein, parce qu'on quitte le monde du don sacrificiel. Donc, si une entreprise ou une banque qui s'engage, ça lui permet non seulement de générer des dons, mais d'ailleurs certains donnent du coup en plus, ou leurs salariés donnent aussi. Et en même temps, ça leur permet de faire de la communication ou du marketing pas cher mais efficace. Bah, c'est une boucle vertueuse. Et il y a des très grands annonceurs. Je leur ai dit, je vous demande pas de donner 1% de votre budget de marketing et de communication, parce que je ne suis pas légitime pour le faire. Mais essayez de mettre 1% de votre budget de communication et de marketing à faire du marketing à impact et de faire de la communication qui a de l'impact. Et de plus en plus, vous voyez les publicités. Aujourd'hui, les publicités, ça parle d'humanité, ça parle de sens, ça parle de nature, ça parle de tout ça. Bon, tout ça, c'est des effets d'annonce. Mais en même temps, ces solutions de marketing généreux qu'on a précitées, eh ben, c'est des bonnes intentions, mais c'est des messages, mais qui sont eux mis en action et qui génèrent de l'impact et qui permettent à ce moment-là aux acteurs de l'intérêt général de mieux résoudre toutes ces causes qui nous sont si chères et si essentielles pour l'avenir du monde. Merci Lila. Un mot rapidement, Antoine, peut-être sur la notion de marketing caritatif, un peu ce dont on parle. Vous êtes quand même un spécialiste, vous avez une agence de communication et de conseil. Un petit mot sur ce point-là, rapidement. Sur la mobilisation de l'entreprise? Oui. Écoutez, je pense que depuis Union Carbide, la disparition de cette société pétrochimique qui a eu cet accident extrêmement important en Inde, il a été introduit dans le système de gouvernance des entreprises, à l'exigence souvent à l'exigence prioritairement des actionnaires, un principe de responsabilité qui va au-delà de la simple capacité à produire et vendre des services et de servir en fait un actionnariat. Et je pense que ça a été pour les observateurs, le moment inaugural d'une nouvelle façon de convoquer l'entreprise à sa responsabilité. Et c'est de là qu'en fait est née toute la pratique de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui devient aujourd'hui une norme qui, si elle n'est pas, on va dire, si elle n'est pas respectée, si elle n'est pas même préemptée par l'entreprise, risque en fait de la faire disparaître. Et c'est la crainte de ce type de risque qui pousse en fait l'entreprise à prendre en charge des sujets d'intérêt général de plus en plus étendus. On est aujourd'hui très étonné de voir que des grandes entreprises choisissent de se transformer en entreprise à mission, en introduisant dans leur gouvernance, dans leurs contraintes à la fois de gestion, de redistribution de la richesse qu'elles créent, un certain nombre de critères et de bornes pour éviter que nous évoluions de manière complètement illimitée vers une activité rapace qui en fait dévorerait et la terre et la biosphère et tout le système qui nous entoure. Donc je pense que cette prise de conscience, elle est aujourd'hui totalement avérée. L'opinion est alertée sur ces sujets et l'entreprise est éveillée à ne surtout pas rompre ce pacte qui s'est créé entre l'opinion et sa pratique entrepreneuriale. Et je suis d'accord avec ce que dit Guylain, l'entreprise n'est pas simplement une machine à faire du profit, elle doit aussi délivrer une prestation qu'on appelle, on va dire, classiquement marketing, mais surtout, avant tout, au service du bien commun et de l'intérêt général. Merci Antoine. Donc, il y a bien des leviers pour responsabiliser plus les entreprises face à leurs responsabilités, notamment sur les volets environnement et social.
Très, très clairement. Et je pense que l'actualité le montre tous les jours, même dans l'activité comment dire, d'aide et de défense enfin, comment dire, des populations en grande précarité. Il y a aussi pas mal d'efforts qui sont faits par les entreprises. Et je pense que le Secours populaire peut en témoigner au travers des partenariats que l'association a pu créer. Enfin, je ne veux pas parler à la place de Christian, mais je laisse s'exprimer sur le sujet. J'attendais que vous ayez fini. Oui, oui, et depuis quelques années, nous travaillons ces partenariats sur cette conception-là. Nous avons aujourd'hui de nombreux partenariats avec des grandes entreprises où justement nous avons mis en place avec eux une vraie réflexion pour intéresser au-delà de l'action de dividendes qui pourraient reverser ou de sommes qui pourraient verser sur ce qu'ils font, une notion de partenariat qui tend à développer et à passer ce qu'on appelle, nous, l'éducation populaire, qu'on souhaite passer au travers des actions de solidarité, qu'elles soient pour celui qui donne ou celui qui reçoit d'ailleurs, qui est une vraie notion d'engagement. Et l'engagement aujourd'hui dans les entreprises, ça parle. Aujourd'hui, quand on monte des partenariats avec des entreprises, on a le souci de créer des rencontres avec le personnel de ces entreprises pour expliquer quelle action et quel est l'aboutissement de l'action qu'ils auront fait au sein de l'entreprise. On voit souvent des partenariats qui allient le patronat, les salariés, les comités d'entreprise, et c'est une vraie co-construction sur un projet d'engagement, parce que aussi, derrière, l'engagement n'est pas lié que simplement à la solidarité. L'engagement est une démarche et qu'elle rentre aussi dans la démarche de l'entreprise et qu'elle est aussi pour la production de l'entreprise. Il est nécessaire cet engagement, ce partage, cette solidarité. Donc, voilà, on sait très bien que ça existe. Et donc, nous travaillons sous cette forme-là pour développer des partenariats avec les entreprises. Et on intervient très souvent dans les entreprises pour pour montrer ce qui est fait avec ce qu'ils donnent ou l'engagement qui est le leur. D'ailleurs, de plus en plus d'entreprises mettent à disposition aussi sur les temps de récupération de leurs salariés la possibilité de venir faire du bénévolat pour entrer dans un vrai engagement concret. Et on a, nous, dans nos permanences aujourd'hui, plein de personnes d'entreprise qui viennent passer une journée ou quelques journées payées par l'entreprise pour s'imprégner de ces valeurs-là. Donc oui, ça a tout son sens. Ça permettra d'ailleurs de passer les messages et de mettre bien les gens dans une situation de mise en mouvement autour de ces valeurs de partage, de solidarité et d'engagement. Juste un point quand même, c'est que ces entreprises rayonnent sur l'ensemble du globe et qu'on a un gros travail à mener pour que ça dépasse l'engagement franco-français. La solidarité, elle n'a pas de frontières. Elle n'a pas de frontières. Et on doit avoir à cœur ce souci de s'engager pour l'ensemble des populations qui en ont besoin. Merci. Et bien sûr, cette dernière note, vraiment une dernière question, Antoine, et ensuite je vous donnerai les 2 questions restantes pour qu'on puisse y répondre. Antoine, justement, alors on a parlé de tout ça, comment est-ce qu'on peut favoriser la transition de l'économie au service de l'environnement? Parce qu'on parle beaucoup en ce moment de sauver la planète. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Alors, je pense que ce qui est la bonne nouvelle, en fait, c'est qu'il y a une prise de conscience générale. Mais ce qui est plus intéressant pour nous, en tout cas dans le secteur qui nous intéresse de la philanthropie, c'est de voir la montée en puissance de la jeunesse. Mais quand je dis de la jeunesse, on démarre à l'adolescence. C'est-à-dire que ce n'est pas les 25-30 ans. Des gamins, d'ailleurs Greta Thunberg est un exemple, des gamins de 13-14 ans aujourd'hui s'attaquent à ces sujets. C'est-à-dire qu'il y a un vrai mouvement. Et il est logique, puisque c'est eux qui vont hériter de la planète qu'on va leur laisser. Et ça, je trouve que c'est un moment incroyable, extraordinaire, qui est encore une fois lié à la mise à disposition de tous ces outils, à l'accès ce monde connecté que permet finalement l'Internet. Et ça, pour moi, c'est probablement l'élément le plus caractéristique de ce qui est en train de se passer, c'est que nos enfants, les adolescents, sont en première ligne de ce combat. Et je pense qu'à partir du moment où une jeunesse se mobilise de cette façon, en général, peu de choses lui résistent. Les années 60 qui ont vu de tels mouvements dans le monde occidental, c'est simplement parce que la bosse démographique du baby-boom apportait à la fin des années 60 des millions de jeunes de 20 ans qui revendiquaient
des libertés qui leur étaient, interdites. Je pense notamment aux femmes et toute la question liée à la contraception, à la liberté de la femme et à sa reconnaissance comme acteur économique. N'oublions pas c'est qu'en 66 qu'une femme en France pouvait posséder un chéquier sans avoir besoin de l'autorisation de son mari. Donc, à 20 ans, on peut effectivement faire bouger les lignes, surtout quand on se mobilise en masse. Et ça, je crois que c'est la raison qui va pousser tous les acteurs économiques et politiques à ne plus ignorer la pression qui monte de cette jeunesse qui ne va pas longtemps supporter qu'on lui détruise sa biodiversité, sa faune et sa flore, et on voit fleurir de partout des initiatives qui sont assez fantastiques. Là-dessus, Rapidement, Guylain, oui, on t'écoute parce qu'on a des questions pour pouvoir y répondre. Vas-y, je t'en prie. nous, on est un peu aux premières loges. Il est sûr que ce mouvement d'engagement des entreprises est un mouvement en marche. Pourquoi? Sans parler de politique, hein, évidemment. Mais pourquoi? Parce que autrefois, il y a très peu d'années d'ailleurs, la RSE, l'impact était dans des petites divisions qui s'appelaient la direction de la RSE, du développement durable. Et aujourd'hui, c'est de la corporate stratégie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand nous avons des chaînes ou des entreprises qui s'engagent, on parle à la DIRCOM, à la direction générale, à la direction de la relation client, etc. Et puis, vous avez eu des entreprises, bon, c'est peut-être pas le thème d'aujourd'hui, mais qui ont réduit drastiquement leur empreinte sur la planète. Mais aujourd'hui, et d'ailleurs, ce qui nous étonne, c'est que le monde de l'entreprise qui est aujourd'hui si souffrant, et notamment celui du commerce, et ben nous avons des enseignes de commerce qui, pendant le confinement, nous appellent pour mettre en place ces solutions, alors qu'elles n'ont même pas réouvert. Et en disant, bah, de toute façon, la réouverture, ça va être un grand moment de générosité. Et d'ailleurs, on essaye, il va falloir qu'on trouve des moyens, mais pour créer une grande mouvement de solidarité, comme le disait Christian, puisque vous avez des commerçants qui sont extrêmement souffrants et qui rentrent dans une précarité. Bon. Et donc, et ça, c'est j'allais dire, c'est une opportunité formidable pour le carré dont je vous parlais tout à l'heure, parce que en fait, du coup, ça permet aussi de générer des nouveaux moyens et de nouveaux financements, voire des nouveaux bénévoles. Je vais te faire engueuler par Christian. C'est du don financier et du don humain, mais pour le monde associatif qui a tant besoin de ces nouveaux moyens pour répondre aux grandes causes qui les habitent. Merci Guylain. Rapidement, on a 3 questions et j'aimerais que vous puissiez y répondre. Première question, peut-être pour vous Guylain, pardon. Don sur TPE, bornes et déduction fiscale. Comment cela est-il géré? Merci. Sur les bornes, c'est assez simple puisque en fait, on propose de rentrer son adresse email après le paiement. Et c'est ce qu'on fait aussi sur les sites puisque beaucoup revendiquent le droit à l'anonymat. Et d'ailleurs, c'est le problème de pas mal de techniques de collecte où une personne ne peut pas être donnée sans être anonyme, ce qui est quand même son droit le plus élémentaire. Et que ce soit sur les bornes ou sur les dispositifs digitaux, nous avons à peu près entre 20 à 30% des gens qui veulent pas savoir, qui veulent pas transmettre leurs coordonnées. Donc, on prend leur adresse email, on leur demande leurs coordonnées et on leur demande le droit de les donner donc aux associations bénéficiaires qui sont les bénéficiaires directs, donc qui émettent le relevé fiscal. Et c'est vrai aussi surtout les dispositifs digitaux que nous faisons. Et néanmoins, sur le don sur le terminal de paiement, on peut faire des relevés fiscaux grâce à ce qu'on appelle le token card, c'est-à-dire le numéro cliqué de la carte bancaire. Mais en fait, dans les faits, il y a quelques individus qui les demandent et c'est très peu commun. Bon. Merci Guylain. Une autre question. Que pensez-vous de la collecte de dons via l'épargne solidaire en forte augmentation? Quelqu'un voudrait répondre? Je connais bien ce sujet-là.
puisque nous y travaillons. Le problème de l'épargne solidaire, c'est qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont très faibles. Donc, en fait, le problème, c'est que quand ça génère beaucoup de pourcents d'intérêt en donner une part, c'est peut-être possible. Néanmoins, quand il n'y en a pas, c'est partagé une peau de chagrin. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'épargne solidaire, en fait, c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que quand la personne épargne et qu'elle investit ou qu'elle dépose ça dans un compte d'épargne, elle s'engage en fait que les intérêts pour partie soient libérés au profit de l'intérêt général. Néanmoins, le problème, c'est que quand on épargne ou qu'on investit, on ne sait pas de quoi demain va être fait. Donc, nous, on essaie, on n'a pas encore réussi à le faire en plan, mais on essaie de dire que, en fait, la vraie épargne solidaire, c'est au moment où on déboucle les fonds. C'est-à-dire que c'est au moment où il y a la libération des dividendes ou la libération des intérêts ou la libération d'une partie de l'épargne, où là, parce que en termes d'expérience client, c'est vrai aussi sur les comptes de participation offerts par les entreprises ou les comptes d'intéressement, c'est au moment de la libération. Alors là, le problème, c'est que ça nécessite pas mal de développement et aujourd'hui, on n'a pas eu encore un asset manager qui nous a suivis sur ce projet. Merci Guylain. Une dernière question de président Maurice Blanchard, générosité. Alors, quelles sont les perspectives en 2021 compte tenu du contexte? Peut-être Antoine ou Christian? Alors, une première réponse, et puis je pense que Christian complétera. Ce qui est important pour nous, c'est d'essayer d'observer ce qui va se passer d'ici le 31 décembre. Car en général, 40% de la collecte de fonds se font quasiment dans les 2 derniers mois de l'année. Donc, si le premier semestre a été aussi fort et que le second semestre garde les mêmes niveaux que l'année dernière, on aura fait une année tout à fait exceptionnelle. Si par contre, en fin d'année, les gens qui ont donné en début d'année ne renouvellent pas ou considèrent qu'ils ont fait leur don et qu'on est de ce fait-là une compensation et qu'on a une année disons, de croissance étale ou régulière comme 2018-2019, ça veut dire une annonce de quelque chose de plus compliqué pour 2021. Si la fin d'année se passe bien, nous, ce qu'on constate, c'est que le don n'est pas un besoin secondaire. Le don est un besoin primaire comme l'alimentation, comme l'habillement, etc. C'est-à-dire qu'on a fait souvent le constat d'une forte résistance de la générosité, quel que soit l'événement qui survient. Quand il y a eu la crise de 2008, on a eu un moment de très grande crainte, c'était septembre-octobre, mais dès que les banques ont été sauvées, entre guillemets, la générosité est repartie et l'année 2008 s'est terminée de façon relativement positive et correcte. Donc ça prouve qu'il y a une forte résistance. Le don est quelque chose de premier, on va dire ça devient quelque chose de vital. Et ça a toujours été vital d'ailleurs dans les sociétés. La solidarité a permis en fait à notre monde de dépasser toutes les grandes crises qu'il a pu connaître depuis toujours. Donc je pense qu'on est plutôt optimiste, mais on va être quand même attentif à ce qui va se passer à la fin de l'année. Christian? Oui, nous, j'ai envie de dire, devant l'accroissement de ce que nous vivons actuellement, je le disais, il faut qu'on ramène aussi l'accroissement de ces dons à l'accroissement de la solidarité à laquelle on doit faire face. Et j'espère que ce n'est pas simplement que ça va se maintenir, j'espère qu'on va encore avoir plus en fin d'année. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi le reçu fiscal qui permet aujourd'hui en France à des donateurs de pouvoir bénéficier de déductions fiscales. C'est aussi en fin d'année souvent que les gens pensent à faire ces dons pour avoir un reçu fiscal. Mais là, je crois qu'il faut que sur 2021, on se projette avec beaucoup plus de moyens parce qu'on voit très bien ce qui est en train de se présager, c'est qu'on n'est pas sorti de la crise, que les conséquences de cette crise qu'on est en train de vivre, on ne les a pas encore complètement mesurées, malheureusement. On le voit tous les jours. Et que bon, il faut qu'on dépasse ça. Je voulais juste rajouter une chose, mais par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur la jeunesse et les enfants. Dire que nous, depuis 1995, on a un mouvement d'enfants qui s'appelle Copains du Monde et que nous réalisons au sein de nos permanences d'accueil des rencontres d'enfants français, mais aussi de divers pays pour travailler sur ces valeurs de solidarité dans le rôle d'éducation populaire qui est le nôtre,
On fait la même chose avec des jeunes où tous les 2 ans, on fait des rassemblements de 350 jeunes qui posent sur des thématiques différentes liées à la solidarité et que je crois qu'il y a un vrai engouement aujourd'hui de cette jeunesse à qui on doit donner une vraie place. Et malheureusement, je crois qu'aussi les outils techniques aujourd'hui doivent permettre de pouvoir mieux véhiculer sur tout ce bien fondé que porte cette jeunesse. On a trop tendance malheureusement à la ramener sur une médiatisation qui montrerait que ce qui est désagréable de cette jeunesse, alors qu'il y a un vrai engouement de cette jeunesse à faire de la solidarité. Je tenais à le dire parce que c'est important aussi d'avoir ça en tête et il faut que demain on puisse ensemble se donner les moyens de permettre encore plus de dons pour répondre encore plus. Mais ça n'enlève pas néanmoins l'obligation qui est celle de l'État de répondre au secours des gens, parce que je rappelle que les associations sont là pour pallier à ce qui ne peut pas être pallié par le rôle de l'État. Merci. En tout cas, ça fait l'objet d'une belle conclusion, Christian. Merci encore. Alors, j'ai juste une petite remarque, donc suite à la question de Vincent Dennery autour, donc, non, ça c'était pour les réseaux. J'avais une autre question. Voilà, Laurent Arnaud qui nous posait la question sur l'épargne solidaire. J'ai donc Frédéric Hello qui dit que l'épargne solidaire, ce n'est que le don d'intérêt. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Nous arrivons en fin de chronique, 45 minutes. Alors, avant de terminer, moi, j'ai reçu un colis aujourd'hui. J'ai reçu une belle enveloppe. C'était une belle surprise. Alors, je vais l'ouvrir avec vous. Et puis, je vais proposer à Christian de nous dire quelques mots sur ce joli chapeau que je vais porter d'ailleurs. Guylain, ne soyez pas jaloux. Je vous le prêterai. Voilà. Oui, en fait, c'est le bonnet des Pères Noël verts parce que nous sommes malheureusement sur les fêtes de fin d'année et que l'accroissement de la précarité nous laisse présager qu'il va y avoir encore plus malheureusement de familles et d'enfants qui ne vont pas pouvoir passer de façon digne ces fêtes par manque de moyens. Donc, le Secours populaire se mobilise en cette fin d'année et on vous invite tous, au travers de ce bonnet de Père Noël vert, à devenir vous aussi Père Noël vert, à être sensible à cette cause et nous aider à pouvoir répondre pour que toutes ces personnes, tous ces enfants puissent bénéficier d'un moment de fête, de partage et avoir un vrai Noël dans leur foyer. Donc, merci de relayer cet appel. Alors, merci à vous. Rapidement, j'ai Virgile Delporte donc, qui dit merci à tous les intervenants. C'était vraiment très intéressant. Un bonjour à Antoine. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Donc, je vous laisserai Virgile Delporte. Merci à vous. Merci encore donc, à nos invités. Guylain, merci. Un grand merci parce que sans vous, on n'aurait pas pu organiser cette chronique autour de la collecte de dons. Donc, un grand merci. EO, donc une société, une fintech française qui a le vent en poupe et qui accompagne justement cette générosité, cette solidarité. Merci à vous Antoine, vous êtes vraiment un spécialiste, un expert. Merci de nous avoir partagé tous ces chiffres. Christian, merci donc de nous avoir éclairés en tant qu'association française qui existe depuis longtemps. Et merci pour ce beau message de solidarité pour les fêtes de Noël. Et on peut faire un don sur www.secourspopulaire.fr. Voilà, effectivement, n'hésitez pas à aller faire un don sur le site du Secours populaire, Force for Good, donc pour vous renseigner, et EO, donc qui offre des technologies et des moyens de paiement pour la collecte de dons. Un grand merci à vous, un merci aussi à nos spectateurs qui sont restés quand même jusqu'à la fin, on a bien débordé. Quant à moi, je vous retrouve évidemment bientôt avec de nouveaux sujets. Merci à tous. Guylain, encore merci. Et bonne soirée. La du paiement vous remercie. Restez bien connectés et suivez notre actualité sur la page LinkedIn de l'Association du paiement. Nous nous retrouverons prochainement avec d'autres événements d'ici la fin de l'année. Soyez solidaires et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Au revoir et merci.